à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône. Aurélie a 25 ans. Depuis l'âge de 14 ans, elle souffre de pelade, une maladie auto-immune qui lui fait perdre la totalité de ses poils et de ses cheveux. Avant, je prenais pas du tout soin de moi, j'avais un bandana tout le temps et j'étais assez mal dans ma peau, mais là, ça va beaucoup mieux. J'ai accepté la pelade parce que de toute façon, j'ai pas le choix, je dois bien vivre avec. C'est bien ? Aurélie est maman d'une petite fille de 2 ans, Jessica. On va changer ? Tu vas t'habiller ? On fait la couette, Jessica ? Ma fille ne se rend pas compte de la différence quand j'ai la perruque et quand je l'ai pas. Même quand je change de coiffure, même souvent, elle me reconnaît toujours. J'aime bien m'occuper d'elle, la préparer, la coiffer. C'est vrai que je l'envie beaucoup, elle a des très beaux cheveux, mais je suis très contente pour elle. Tu viens, Jessica, on va mettre la perruque à maman et on y va ? Oui ? La perruque, je la mets juste avant de partir parce que c'est vrai que c'est pas un accessoire très confortable. Et mettre la perruque au dernier moment, quand je sors, ça me permet de la supporter toute la journée sans qu'elle me gêne. Très proche de sa sœur Lisa, c'est ensemble qu'elles vont choisir une nouvelle perruque. On est là ? Ouais. Bonjour. Je peux vous renseigner ? Oui, je recherche une perruque pour moi. D'accord. J'aimerais bien pas trop courte et plutôt blonde. D'accord. Châtain, c'est mieux quand même. Okay. Déjà, je vois que vous n'êtes pas d'accord. J'ai une blonde. Oui. Voilà, dans ce style-là, avec des ondulations. Je vois que vous aimez bien parce que vous en portez. Donc j'ai celle-là aussi. Les perruques avec des cheveux naturels étant trop chères, Aurélie se dirige automatiquement vers les synthétiques. Suivez, on va monter. Vous voulez commencer par laquelle ? Celle-là. En général, on choisit tout le temps les perruques ensemble. Je l'accompagne, voilà, je la conseille. Bon, même si elle n'a pas les mêmes goûts que moi, parce qu'elle préfère le châtain et moi le blond, mais elle me conseille sur le volume de la perruque, s'il n'y a pas trop de trous. Ah. Elle te va bien. Hein. Ouais, j'aime bien aussi. Ah ouais. La couleur, Elle là. est magnifique sur vous. Ça va très bien. C'est un peu la même que maman elle m'avait ramenée. Très bien En aussi. fait. Ça va derrière. Je choisis mes perruques d'un coup de cœur en fait. Celle-là, j'aime bien. Ouais. Je change souvent de style. Quand j'aurai de la place chez moi, je pense vraiment me faire une étagère comme toutes mes chaussures, mais avec des perruques. Celle-là, j'aime bien la couleur, j'aime bien les ondulations. Du coup, je pense que je vais prendre les deux quand même. Vous partez sur les deux ? Oui. Comme ça, il n'y a pas de jalouse. Voilà. Bonjour à tous. Le lien entre le corps et l'esprit n'a pas fini de nous étonner. Un choc psychologique, un événement traumatique et la réaction sur notre santé morale ou physique peut être surprenante. Aurélie, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Je suis bluffée par votre courage de témoigner comme ça. Est-ce que vous auriez pu témoigner sur notre plateau sans votre perruque aujourd'hui ? Je pense pas. Déjà, ça a été un grand pas pour moi de l'enlever pendant le reportage, mais pour le plateau, je pense pas. Alors, c'est un choc émotionnel, comme souvent, qui est à l'origine de votre chute de cheveux. Vous aviez 10 ans. Quel événement, à ce moment-là, vous a profondément déstabilisé ? Je vivais dans l'Isère et j'ai déménagé dans le Vaucluse. Et j'ai perdu mes amis. Je me suis retrouvée assez seule. C'était très difficile pour moi de me faire des nouveaux amis. J'en ai eu quelques-uns, mais j'ai senti une grande timidité qui devenait plus forte à chaque fois. Et j'ai eu beaucoup de mal, en fait, à me... À quel moment, à quel âge vous avez commencé à perdre vos cheveux ? J'ai commencé à perdre mes cheveux à 14 ans, par des petites plaques, de la taille, des petits ronds de la taille d'une pièce. C'était quand on se coiffait. Ça vous a inquiété tout de suite ? Oui, ça m'a inquiétée. J'ai eu très peur. Je croyais que c'était grave parce que je ne connaissais pas du tout la pelade. Et voilà, je pensais que j'avais un truc grave. Donc, Et en fait, c'est allé très vite puisque je crois que vous avez perdu tous vos cheveux assez rapidement. En combien de temps ? Oui, en 2 mois, j'ai tout perdu. Vous deviez être terriblement choquée
par ce qui vous arrivait à ce moment-là de la vie, au moment de l'adolescence? Ça doit être particulièrement dur à vivre. Oui, surtout que j'étais pas très bien dans ma peau. Comme j'étais très timide, alors ça n'a rien arrangé. Et du coup, j'avais un bandana sans arrêt. Et c'est vrai que du coup, j'étais pas très féminine, on va dire, un peu garçon manqué. Donc j'ai eu beaucoup de mal. On va faire témoigner votre sœur, Lisa. Bonjour Lisa. Vous avez combien de moins que votre sœur? On a 5 ans de différence. 5 ans. Et c'est vous qui, la première, avez été témoin de cette chute de cheveux? Oui, avec ma meilleure amie, on était en train de se coiffer. Et du coup, c'est elle qui a remarqué qu'il y avait un trou derrière la tête. Alors, vous allez nous raconter tout ça en détail, mais d'abord, on va accueillir Cécile qui est à vos côtés. Bonjour Cécile. Vous, Cécile, vous avez vécu ce qu'on appelle une amnésie post-traumatique. Qu'est-ce qui a déclenché cette amnésie? Ce qui a déclenché cette amnésie, ce sont des viols que j'ai subis à l'âge de 5 ans et qui sont en fait tombés dans les oubliettes de mon inconscient pendant 32 ans, jusqu'à ce que les souvenirs ressurgissent brutalement lors d'une séance d'hypnose. Brutalement, tout est revenu. Et pendant 32 ans, vous n'aviez absolument aucun souvenir. Ça remontait même pas la nuit, pendant vos rêves, pendant... J'avais strictement aucun souvenir. Voilà, j'ai eu une adolescence difficile qui est assez typique des femmes qui ont subi des abus dans l'enfance, mais je n'avais strictement aucun souvenir conscient. Donc quand les souvenirs sont remontés, ça a été d'une brutalité, d'un choc terrible. Alors, vous nous raconterez justement tout à l'heure pourquoi vous avez été amené à consulter et à faire cette séance d'hypnose. Mais d'abord, je vais vous présenter nos deux experts psychologues qui vont nous accompagner tout au long de cette émission. Yvonne Poncet-Benissol et David Lefrançois, qui est aussi spécialiste en neurosciences et qui nous délivre toujours des informations incroyables qu'on n'avait jamais entendues. David, justement, comment expliquer que notre psychique, nos émotions, notre ressenti puissent à ce point influer sur notre santé au sens strict? Il y a des étapes de passage, c'est-à-dire que quand on parle de l'inconscient, juste pour préciser, consciemment, notre capacité de traitement, c'est 2000 bits secondes, inconsciemment 400 milliards. C'est-à-dire que si on veut un rapport d'échelle, vous mettez un Playmobil à côté de la tour Eiffel et on donne la puissance de l'inconscient par rapport au conscient. Et cette tour Eiffel, elle a envie de communiquer avec ce Playmobil, mais la simple parole, la simple pensée ne suffit pas. Donc les émotions deviennent un très très bon relais. Et en fait, l'émotion, c'est vraiment ce que l'inconscient va utiliser pour nous faire vivre des choses, des ressentis. Et on l'écoute, cette émotion, on ne l'écoute pas. Et puis parfois, quand on est jeune, on nous fait oublier ces émotions-là aussi volontairement, ou certaines situations. Sauf qu'une émotion, on ne l'arrête pas. Elle doit s'exprimer. Si elle est entendue, si elle est comprise et qu'elle est utilisée, elle a rempli sa fonction et dans ces cas-là, elle va passer. Si elle n'est pas utilisée, ça va se transformer dans un mécanisme pulsionnel, dans quelque chose de très profond, d'énergétisant, et l'émotion ne suffira plus. Et à ce moment-là, ça va s'incarner dans le corps. Et c'est pour ça qu'on parle de psychosomatique, c'est-à-dire que la psychologie va enclencher des émotions, les émotions vont impacter le corps, et à ce moment-là, on est sur une autre façon de caractériser ce qui ne va pas. Yvonne, vous recevez, j'imagine, des patients avec ce type d'histoire? Alors, effectivement, la psychosomatique vise particulièrement les maladies de peau, les troubles respiratoires, toute la sphère ORL, la pelade, tout ce qui a trait aux maladies auto-immunes. Alors, qu'est-ce qui provoque ça? Comme dit David, ce qui n'est pas dit s'inscrit dans le corps. Tout ce qui est refoulé, tout ce qui ne peut pas être exprimé a une inscription somatique. Comme l'inconscient est structuré comme un langage, il faut aussi lire le symptôme comme une histoire. C'est-à-dire dans le cas de la pelade, si on voit la pelade, c'est que tout s'en va, c'est comme si vous avez perdu vos cheveux et que cette perte, bien sûr que c'est un stress, mais cette perte est en corrélation avec un déménagement et une perte d'amitié. Vous avez laissé vos cheveux à vos amis parce que vous avez perdu tous vos référents. C'est une perte d'amour. D'ailleurs, peut-être David reprendra la symbolique du cheveu dans l'histoire, qui est très très importante. Perte de féminité, perte de séduction et aussi, Aurélie, une forme de retrait. C'est-à-dire que tout a été intériorisé chez vous. Et qu'est-ce qui a aussi été intériorisé? La notion de trahison par rapport à vos parents, ils ont déménagé à votre insu. La notion de colère que vous n'avez pas pu exprimer.
Et aussi, finalement, ce crâne qu'on voit, ce crâne nu, vous étiez à nu, dénudé. Donc il fallait, pour vous protéger, que vous soyez toujours en retrait, donc très timide. Dernière chose qui est important pour rebondir là-dessus, quand on parle de pelade, on parle de maladie. Ce que le mal a dit. D'accord ? C'est aussi important de comprendre ça. L'étymologie de maladie, c'est maladium. Un corps malade, c'est un corps qui n'a pas été aidé, mal aidé. Donc on prend aussi notre racine là-dedans. Et la quasi-totalité des difficultés psychosomatiques qu'on va avoir prennent vraiment leur origine dans le fait qu'à un moment donné, il y a eu un bousculement. Tu parles de stress, c'est très important de comprendre cette notion. Je reviendrai sur cette notion de stress tout à l'heure parce qu'elle est importante. Il faut qu'on comprenne ce que c'est que le stress pour le corps et que quand il ne peut plus gérer ce stress-là, il va l'exprimer d'une certaine façon et le corps est la première des façons. Et notre esprit, David, a quelque chose de très extraordinaire, c'est-à-dire qu'il y a le refoulement, il y a tous nos mécanismes de défense qui fonctionnent, et parfois on disjoncte. Quand quelque chose devient intolérable, qu'est-ce qui se passe? Il y a cette dissociation entre nos émotions et la mémoire. Donc on perd la mémoire, mais parce que c'est pour nous protéger de quoi? De l'insoutenable et de l'horreur. Et ça, on trouve aussi souvent dans les violences infantiles ce mode d'amnésie traumatique que Freud appelait encore refoulement, mais qui peut revenir à certains moments sous forme de flashback. Alors, on va découvrir l'histoire d'Aurélie. Vous gardez quel souvenir, Aurélie, de vos premières années avant ce fameux déménagement? Une enfance très heureuse avec mes parents, ma sœur, mon petit frère, la ferme autour, les animaux que j'aimais beaucoup. Donc un environnement très, très stable, très protecteur. Oui. Vous aviez beaucoup d'amis? Une dizaine. Un amoureux? Non, j'étais trop petite en fait. Non, mais parfois on peut être petit et avoir des sentiments, parce que je pensais à ce que disait Yvonne tout à l'heure. Donc à l'âge de 10 ans, vous déménagez. Dans quel environnement? Une maison? Une maison en travaux. Donc en travaux, ça veut dire que c'était pas, il n'y avait pas un cocon, quoi. Voilà, les travaux ont duré longtemps? Oui, environ 5 ou 6 ans. Ah oui? Oui. On n'avait pas vraiment les moyens financièrement, donc voilà. Et à l'école, ça se passait comment? J'étais très seule. Vous vous sentiez rejetée? Est-ce que vous étiez victime de remarques ou de méchanceté ou ce genre de choses? Oui, quelquefois, et surtout quand on faisait des groupes pour le sport, j'étais tout le temps la dernière à être choisie, personne ne voulait se mettre avec moi, personne ne voulait passer le ballon, enfin des trucs comme ça. Comment vous l'expliquiez? Vous faisiez peut-être pas l'effort d'aller vers les autres? Voilà, j'ai souvent pensé que c'était ma faute de toute façon parce que j'étais trop timide, mais j'en suis venue à un point d'être tellement timide que j'avais limite peur de dire bonjour aux gens. Ouais. Je me suis toujours trouvé plein de défauts et pas de qualité, donc voilà. Vous en avez parlé à vos parents de ce mal-être? Non, pas vraiment, j'en parle pas beaucoup. Et à votre sœur? Un peu plus. Et donc c'est à cette même époque que vous avez découvert, vous Lisa, qu'Aurélie perdait ses cheveux? Quand elle a remarqué avec sa meilleure amie, il y avait juste un petit trou là, en fait. Et là, j'ai directement appelé mes parents. D'accord. Là, vous avez... J'avais assez peur quand même. On est allé directement le lendemain au dermatologue. Et qu'est-ce qu'il a dit, le médecin? Il a dit que c'était une pelade et que j'allais sûrement perdre la totalité de mes cheveux en peu de temps. Mais du coup, moi, sur le coup, j'ai pas vraiment cru. Enfin, je me suis dit, c'est impossible, je vais pas perdre tous mes cheveux. Je l'ai très mal vécu d'ailleurs. À 14 ans, normalement, les adolescentes commencent à se maquiller, à prendre soin d'elles, à vouloir un petit ami. Et moi, c'est vrai que j'étais très seule. Du coup, je mettais mon bandana tout le temps, je ne me maquillais pas, je prenais pas du tout soin de moi. Et... Ça vous a pas aidé pour aller vers les autres, j'imagine? Voilà, c'est ça. On entend chez Aurélie toujours cette forme de retrait, cette inhibition à parler, cette inhibition à s'exprimer, et aussi la peur panique de ne pas être en rapport avec autrui. Dès lors que vous êtes avec des amis, IE, vous êtes enfin rassuré sur une possible féminité. Et je crois que vos amis, c'est comme si c'était un paravent à l'insécurité du monde extérieur. On sent chez vous un stress, mais dû un manque d'affirmation de vous. Oui,
Donc vous avez du mal à aller de l'avant, à exprimer vos émotions, comme l'a dit David tout à l'heure, et à sortir finalement l'essentiel de vous. Comment vous l'expliquez, cette timidité, cette difficulté à aller vers les autres? C'est comme si quelque part elle avait refusé de grandir et elle était restée scotchée à sa maison d'avant, si voilà, j'ose dire, à son état de petite fille. C'est ce qu'on dit pour rapport à la pelade, parce que la pelade, c'est comme on trouve une insécurité quand on a eu ces premières pertes de référents, donc d'amis, on a inconsciemment envie de retourner en arrière sur un mode régressif et de retrouver ce statut de nourrisson où on vous caressait la tête sans cheveux. Donc ça, c'est un petit peu un discours analytique, et c'est vrai que les psychanalystes disent volontiers que la pelade a un élément qui est en rapport avec la perte d'un objet d'amour. Le stress, d'où ça vient le mot stress? Ça vient de l'univers de la charpente, le stress. Et c'est un mot finlandais. Le stress était un indicateur de mesure qui permettait, lorsqu'on faisait tenir deux chaînes ensemble, il y avait une cheville en bois, et le stress, c'est la capacité à ce que la cheville a de résister. Pourquoi? Parce que quand vous avez une charpente en bois, il fait froid dehors, il fait chaud, à chaque fois ça bouge, le bois il bouge énormément. En fait, le stress, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un changement extérieur, et que je dois m'y adapter, ça génère une pression, et cette pression, je dois m'y adapter. Vraisemblablement, peut-être Aurélie n'a pas été suffisamment préparée à ce changement, et ni accompagnée à ce moment-là, parce qu'on n'imagine pas quel stress ça peut représenter dans la tête d'un enfant de 10 ans. Et après, il y a une vraie difficulté à l'adaptation. Est associée très souvent à la pelade la notion de colère. C'est-à-dire que la difficulté d'exprimer le fait que j'avais pas envie de perdre mes amis, j'avais pas envie de perdre mes repères. Je voyais bien des parents qui sont dans l'embarras parce qu'ils sont en train de construire une maison, et à ce moment-là, c'est très difficile de pouvoir exprimer tout ce qu'on a envie d'exprimer. Alors, comme l'enfant n'a pas toujours les mots, il va fabriquer des mots. Et le mot pour celui-ci, c'était celui qui te permettait, en tout cas, de prendre de la distance avec l'environnement aussi, et de dire, si j'ai moins de cheveux, si je suis moins présentable à l'extérieur, peut-être que je vais pouvoir assumer mon repli à l'intérieur, en tout cas. Et peut-être je ne peux pas m'autoriser, vu la relation fusionnelle et très chaleureuse que j'ai avec maman, de m'autoriser à cette colère et à l'exprimer. C'était cas, vous aviez une relation très fusionnelle avec votre mère? Oui, on s'est toujours très bien entendus. Elle s'occupe toujours de nous. Elle est sans arrêt derrière nous. C'est une maman poule. C'est-à-dire que vous n'avez jamais osé lui exprimer que peut-être c'était pas de gaieté de cœur que vous avez déménagé et quitté votre région? Non, de toute façon, on était obligés. On vivait dans un appartement loué à ma tante, donc on devait avoir notre chez nous. Mais ça, c'est la raison. Mais derrière la raison, il y a le ressenti. Et je crois que ce ressenti, c'est celui-là, ce sont tout ce capital émotionnel qui est refoulé, qui est parti un petit peu dans la Comme je dis toujours, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime d'une façon ou d'une autre. Ou d'un point de vue émotionnel, ou d'un point de vue somatique. Et c'est important, c'est pour ça que nous devons apprendre à exprimer nos émotions, à dire ce qu'on ressent de façon élégante, de façon respectueuse. Et c'est aussi important que les parents qui ont des changements comme ça, de déménagement, prennent en compte le fait que c'est un changement, c'est traumatisant pour un enfant, et que c'est important de le préparer, de le rassurer, d'être présent, de l'accompagner, parfois d'organiser des petits goûters pour faire venir d'autres enfants, de favoriser à travers peut-être le sport ou des choses, des relations sociales, mais prenez vraiment en compte que un mariage, c'est stressant, un divorce, c'est stressant, un déménagement, c'est très stressant. Voilà. Michel, oui. Moi, ce qui m'interpelle, c'est que les cheveux n'aient pas repoussé. Parce que qu'on perde ses cheveux à la suite d'un traumatisme, comme ça, à cet âge-là, ce qui est étonnant, c'est qu'il n'est pas repoussé, alors que manifestement, Aurélie a l'air d'aller mieux, est mieux dans sa peau, s'assume. Alors, c'est très intéressant parce qu'en psychosomatique, dès lors qu'on retrouve éventuellement l'origine, la cause, le symptôme est toujours là. C'est-à-dire que c'est une maladie auto-immune, il peut y avoir aussi des problèmes avec la thyroïde, dans la pelade. Donc, c'est un vrai problème, c'est un vrai symptôme. Donc l'origine est psychologique, mais une fois que la maladie s'est installée, c'est très dur de la déloger, hormis peut-être évacuer un peu la colère et puis retrouver des référents qui vous sécurisent. Alors c'est très dur, mais c'est franchement pas impossible. Impossible, on se rend compte que beaucoup de personnes ont réussi à retrouver leur chevelure. C'est important en tout cas dans cette démarche. À partir du moment où c'est auto-immune, ça veut dire que nous l'avons fabriqué. D'accord ? Oui. Donc c'est important d'aller chercher les causes et les raisons qui sont peut-être au-delà de ce qu'on pourrait imaginer, de faire un vrai travail de fond. Et une fois qu'on aura découvert les choses, d'aller et d'avancer peut-être vers un nouveau retour. Et il y a aussi une chose qui est importante, c'est que tout à l'heure, vous avez
vous avez employé « j'ai accepté la situation, et maintenant je vis avec ». Donc c'est aussi important que... c'est comme si on avait renoncé aussi au fait de retrouver ses cheveux. Donc, faut pas croire, l'inconscient, il nous écoute aussi. Et si notre inconscient dit, bon, bah, je vais composer avec ça, ça y est, maintenant, j'accepte ça, peut-être que lui, il fera pas non plus les efforts nécessaires. Donc, c'est aussi important de se fixer d'autres objectifs. Et l'inconscient aussi peut vous dire que vous avez peut-être, alors ça, c'est à réfléchir, une forme de plaisir à être dans cette structure, dans cette non, position, sans vous en rendre compte à votre insu. Ah d'accord. C'est-à-dire que Ah non, peut-être ça, qu'à c'est l'époque, inconscient. ça vous a arrangé, ce que disait Yvonne tout à l'heure, ça Oui. vous a peut-être arrangé, ça a favorisé votre repli sur vous-même. Le fait de ne pas oser Il peut y vous avoir un montrer à bénéfice secondaire, l'extérieur. en tout Ce cas. sont les bénéfices secondaires, oui. Il peut y avoir un bénéfice. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui, en fait, Aurélie? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie de comprendre encore aujourd'hui? Oui. Et je suis là, je pense que je fais un pas de plus pour vaincre du coup cette timidité. Ouais. Mais aussi, je voulais faire passer un message positif en fait de la pelade. Je l'ai accepté, mais c'est sûr que je rêve de retrouver mes cheveux. Alors, parfois, vos cheveux, ils ont repoussé. C'est ça qui est étonnant dans votre témoignage. Ils ont repoussé à quel âge, par exemple? Là, on était resté, vous aviez 14 ans, vous les avez Oui. tous perdus. Ah. Ils ont repoussé par la suite? À 16 ans, ils ont repoussé. Ils sont restés environ 2 ans. Aux États-Unis, du coup, ils ont... Parce qu'entre-temps, vous aviez déjà déménagé? Oui, ensuite j'ai déménagé dans les Bouches-du-Rhône. À quel âge? 16 ans, du coup. Avant qu'ils ne repoussent? Non, ils avaient repoussé un peu, mais j'ai déménagé juste après. Donc, ils avaient déjà commencé à repousser. Oui, Est-ce oui, que ça quand veut dire que vous aviez commencé à vous habituer à la vie que vous meniez à ce moment-là? Oui, j'étais en BEP Mhm. et j'étais dans un internat et j'avais quelques amis quand même. Et Donc là, ça se allait passait mieux. plutôt bien, oui. Et puis, vous déménagez à nouveau. Oui. Pour quelle raison? Le poste de mon père était plus proche, donc on a déménagé, voilà. Et donc là, vos cheveux sont restés quand même? Non. Du coup, ils ont rechuté 2 ans plus tard. Ah ouais. Ah oui, donc quand par même, plaque. c'est quand même Même très- élément. très lié. Ouais. Rupture, déménagement, abandon, perte. Comment vous vous sentiez là après ce déménagement? À nouveau, Ah c'était non, pas difficile du de vous tout. adapter ou pas du tout? Non, du coup, c'était ma 2e année de BEP et j'étais toujours avec des gens que j'appréciais et ça se passait plutôt bien. Et qu'est-ce qui s'est passé au moment où vous Oh. les avez reperdus alors? J'étais partie aux États-Unis Ouais. pour vivre là-bas. J'étais partie au début pour des vacances, mais j'ai décidé de passer mon bac là-bas, donc je suis partie 3 ans. Mais là-bas, ça se passait plutôt bien en fait. Les gens étaient super sympas et j'étais chez ma tante. Donc là-bas aux États-Unis, vous aviez vos cheveux? Oui, j'avais mes cheveux, mais j'avais juste un trou derrière que j'arrivais à camoufler, donc ça se passait bien. Un trou parce qu'ils étaient retombés? Un petit trou Ou parce au-dessus qu'ils de la tête. n'avaient pas parce réussi à que- repousser? Oui, parce qu'ils ne repoussaient pas à cet endroit en fait. D'accord. Donc aux États-Unis, ça se passait plutôt bien. Oui. Et par la suite? Par la suite, ils sont retombés pareil, par plaque. J'ai tout perdu en quelques mois. À quel moment? C'était Pendant les vacances. quand j'étais chez ma tante. Voilà, pendant les vacances. D'ailleurs, ma sœur, elle était là. Quand je me suis rasé la tête parce que vraiment, il y avait trop de trous. Du coup, ça faisait une mèche par-ci, une mèche par-là. J'ai dû raser parce que c'était plus possible. Et alors, qu'est-ce qui se passait dans votre vie à ce moment-là? C'était lié à un événement particulier? Non, pourtant, tout se passait bien. Enfin, j'avais même mon copain à cette époque. Et on s'entendait très bien tous les deux. Il y avait ma famille qui était venue me voir pendant les vacances. Donc j'ai du mal à comprendre aussi. Comment vous l'avez vécu à ce moment-là? Ben, j'étais vraiment effondrée quand même parce que j'ai vraiment cru que cette fois-ci, ça allait pas retomber en fait. Et vous, Lisa, qui l'avez vécu à ses côtés, ça doit être terrible de voir. Vous étiez consciente de la souffrance de votre sœur? Là, oui. Au départ, je ne m'en rendais pas compte, mais là, vraiment, oui. Et je lui avais dit de ne pas raser, je voulais pas, mais Vous vouliez pas pour qu'elle elle, se rase? c'était plus pratique pour mettre des perruques parce que ça se voyait trop. Moi, maintenant, je comprends, mais... Alors, quand vous étiez aux États-Unis, vous avez croisé la route de celui qui allait devenir votre mari à 18 ans. Vous aviez déjà eu des aventures avant de le rencontrer? Non. Quelques garçons peut-être intéressés, mais franchement, je me sentais pas du tout prête par rapport à ma maladie et aussi par rapport
au fait que j'avais pas du tout confiance en moi et que ça m'intéressait même pas d'avoir un copain à cette époque. Et alors, comment lui vous a donné confiance En fait, on est restés quand même amis pendant 1 an. Ah oui. Il m'a pas mal invité à sortir au cinéma. On allait même à la salle de sport tous les deux. Et puis, on allait à l'église ensemble aussi là-bas. Et donc, après, les affinités et après... Donc, votre histoire a bien marché puisque vous vous êtes mariés en 2001 au Mexique. Oui. Quel souvenir vous gardez de cette journée? Là, vous aviez des cheveux ou pas le jour de Non, votre mariage? C'était une perruque, mais j'en garde un très bon souvenir. Il y a des maladies qu'on va considérer aussi auto-immunes ou psychosomatiques qui sont liées parfois aussi à des carences en neurotransmetteurs. Ouais. Nous avons 70 neurotransmetteurs dans le cerveau et 4 vont conditionner notre mode de fonctionnement en termes de performance. C'est la dopamine, l'acétylcholine, le GABA et la sérotonine. On s'est rendu compte aussi que certaines personnes qui allaient développer des carences dans certains neurotransmetteurs pouvaient avoir des symptômes qu'on pourrait considérer comme psychosomatiques. Donc ça peut être bien aussi d'aller faire un test au niveau des neurotransmetteurs auprès d'un médecin. Alors, quel genre de test on fait et comment on peut pallier les carences des neurotransmetteurs? Alors le test c'est très simple, il suffit simplement d'aller voir un médecin et lui demander un test sur, je vous le répéterai tout à l'heure, mais dopamine, acétylcholine, GABA et sérotonine. C'est une prise de sang? On peut le faire par une prise de sang, sinon il y a aussi des personnes qui font avec des tests qui sont des tests où on va vous poser des questions. Et les deux sont tout aussi efficaces. Et une fois qu'on a identifié les carences, on peut donner ou des compléments alimentaires. Si vraiment il y a des carences qui sont trop importantes, il peut y avoir une médicamentation. Mais sinon aussi, ça peut être aussi l'équilibration de l'alimentation et certaines formes d'exercice. Donc ça peut valoir le coup, mais je vous donnerai tous les renseignements hors plateau tout à l'heure pour avoir accès à ce test facilement. Il y a des compléments alimentaires qui boostent bien la sérotonine. Oui, oui. Et en fait, il y a des très très bons compléments alimentaires, mais c'est vrai qu'on ne se rend pas compte. Parfois, on est avec des carences. Donc c'est important de comprendre qu'il y a des résonances qui sont psychosomatiques, mais il peut y avoir aussi un dérèglement neurobiologique. Et c'est pour ça que c'est important d'explorer à travers différents spécialistes les possibilités. Et c'est là où, quoi qu'il arrive, un jour vous trouverez. Vous avez essayé de prendre des médicaments, justement? Oui, à la chute de mes cheveux, j'ai mis beaucoup de lotion dessus. Ensuite, j'ai fait des UV en cabine pour la repousse. Ça n'a pas vraiment marché. Et en plus, il y a un cancer du mélanome dans la famille, donc j'ai évité. Ensuite, j'ai fait un traitement à froid sur la tête. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Avec un casque Non, c'est une espèce de spray, mais très froid qu'on met sur la tête. Ouais. Ensuite, j'ai essayé aux États-Unis des piqûres sur la tête de cortisone. Après, psychiatre, acupuncture. Vous avez essayé beaucoup de choses. Voilà. Hypnose aussi. Ouais. Cécile, qu'est-ce que vous inspire le témoignage d'Aurélie? Je suis assez impressionnée de voir à quel point le corps peut réagir de façon hyper violente suite à un choc émotionnel qui... pour quelqu'un ne provoquera pas un traumatisme et pour une autre personne pourra avoir des conséquences physiques indélébiles. Ce que j'ai pas vécu, moi. Alors, vous avez vécu pendant des années en occultant complètement de votre mémoire un traumatisme d'enfance. Aujourd'hui, vous savez précisément qui vous a agressé sexuellement à l'âge de 5 ans. Oui. Mais alors, l'histoire commence en fait par un trou noir et par la récupération de souvenirs de façon hyper violente suite à un choc émotionnel, justement. C'est-à-dire qu'en 2008, je rencontre dans un cadre professionnel une collègue qui, de façon totalement surprenante, me provoque une sorte de choc émotionnel. C'est-à-dire je dois m'asseoir, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Et plus tard, j'ai compris en fait que cette personne m'avait rappelé au cours d'une thérapie une amie que j'avais à l'école maternelle et qui est partie brutalement et peu de temps avant que se produise l'innommable. Et suite à cette rencontre... C'est-à-dire que quand vous avez vu cette femme, elle vous a rappelé physiquement quelqu'un que vous connaissiez? Oui, mais à l'époque, je l'ignorais, si vous voulez. À l'époque, je n'ai eu que cette espèce d'émotion immense qui m'a complètement envahie et qui, par la suite, a provoqué des remontées de souvenirs
tels des geysers, en fait, de ma petite enfance. Alors, jusque-là, c'est-à-dire pendant 32 ans de votre vie, vous aviez quelle image de votre enfance ? J'avais une enfance, on va dire, plutôt normale, voilà. Que des souvenirs plutôt positifs et heureux. Voilà, enfin une enfance, bien sûr, avec des difficultés, mais sans particularité. Mis à part, évidemment, les difficultés que j'ai eues à l'adolescence. Voilà, mais vous me parliez de l'enfance, donc c'est pas... Qu'est-ce que vous avez rencontré comme difficulté à l'adolescence ? À l'adolescence, j'ai rencontré des difficultés assez classiques de troubles du comportement alimentaire. J'ai fait une phobie scolaire, voilà. Et c'est vrai que plus tard, on m'a expliqué que c'était assez typique, voilà, des femmes qui ont subi des abus sexuels dans l'enfance. Voilà. Donc vous rencontrez cette femme. Voilà. Donc vous aviez 32 ans, c'est ça ? Non, à l'époque, j'en avais 37. 37. Oui. Donc ça vous perturbe ? Ça me perturbe et remonte à ma mémoire des souvenirs extrêmement précis de mon enfance. Vous étiez quel genre de femme à l'époque ? Comment vous aviez évolué après votre adolescence ? Alors, c'est vrai que j'ai eu une vie assez classique, mais il est vrai que au cours de ma vie d'adulte, j'ai quand même connu des difficultés dans ma vie de femme et j'avais en quelque sorte surinvesti mon travail. Donc voilà, je pense qu'il y avait des choses que j'occultais mais dont je n'avais pas conscience. Voilà, donc j'étais dans une... Jusque-là, vous n'aviez pas particulièrement consulté, vous n'étiez pas allé voir des psys ? Pendant mon adolescence, oui. Ouais. Mais voilà, pendant ma vie. Et rien n'était ressorti ? Non, rien, strictement rien. Rien du tout. Même on ne vous avait pas alerté sur des signes dont on va parler avec Yvonne qui pourraient laisser imaginer qu'on a subi des traumatismes sexuels pendant son enfance ? Alors a posteriori, c'est vrai que lorsque les souvenirs sont remontés, on a été consulté avec mes parents, les thérapeutes qui m'avaient vue à l'adolescence. Et c'est vrai que ça ne les a pas étonnés. Mais à l'époque, dans les années 90, voir une jeune fille avec des troubles du comportement alimentaire, ils ne faisaient pas le lien entre les TCA et les abus sexuels dans l'enfance. Donc à l'époque, j'avais été soignée comme une adolescence sans souffrance. Alors on va revenir à cette rencontre. Donc vous voyez cette femme, elle s'appelle Sophie. Donc vous aviez 37 ans. Qu'est-ce que vous éprouvez physiquement alors ? Comment ça se passe ? C'est quoi ? C'est de croiser son regard ? Oui, mais alors quand je la rencontre, je ressens une sorte d'émotion énorme qui fait que je dois m'asseoir. Et par la suite, chaque fois que je croisais son regard, j'avais une sorte d'émotion très très forte qui ressurgissait à l'intérieur de moi. Et par la suite, c'est-à-dire à partir de cette rencontre, sont remontés à ma mémoire des souvenirs de mon enfance extrêmement précis. C'est-à-dire, j'ai une caméra à la main, je suis dans la cour d'école, je suis, plutôt dans le parc de l'école, je suis à la cantine. Je vois des scènes de mon enfance qui sont incroyables, c'est-à-dire comme un film, si vous voulez, mais des scènes complètement anodines. C'est ça. Voilà, des scènes des scènes anodines. Que des scènes anodines, mais extrêmement précises. Tant et si bien que je vais consulter un de mes meilleurs amis et je lui dis tu te rappelles quand nous étions dans la cour d'école, on faisait ça, 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 et il me dit mais comment peux-tu avoir des souvenirs aussi précis ? Et moi, j'ai l'impression à ce moment-là de perdre les pédales parce que les souvenirs remontent avec cette précision et en cascade. Uniquement en présence de cette femme ou ça vous arrive tout le temps ? Alors en fait, c'est à la mémoire de son regard, c'est-à-dire en croisant son regard où j'avais cette montée émotionnelle et une fois que je ne la voyais plus, je me remémorais son regard et à ce moment-là, ces souvenirs remontaient de façon extrêmement précise, de façon extrêmement intense. En fait. On passe de l'amnésie infantile à l'hypermnésie. Tout revient, mais comme si c'était effectivement hier. Il n'y a plus de filtre. Ce qui était sauvegardé, c'est comme dans un disque dur. Enfin, je pense que David va mieux l'expliquer que moi, mais tout remonte avec une précision, avec même des odeurs, des visions, des sensations. Tout apparaît comme si c'était d'actualité. Ça s'appelle l'hypermnésie après l'amnésie. Normal. Vous avez fait le lien entre ce regard et la remontée de ses souvenirs ? Vous avez compris ce que vous rappelez ce regard ? Oui. Non, à l'époque. Tout de suite. Non, j'ai pas du tout compris à l'époque. Voilà, ça se faisait malgré vous. Exactement, et j'étais submergée. Vous parliez des émotions. J'étais submergée par des émotions. C'est-à-dire que cette femme me renvoyait à des émotions de la petite enfance que j'avais complètement
occultée ou refoulée, enfin, je ne sais pas. Donc, mais vous deviez l'éviter, non, cette femme? C'était terrible, c'est-à-dire qu'effectivement, j'avais beaucoup de mal à avoir une relation professionnelle normale. Je subissais intérieurement ces espèces de remontées émotionnelles, mais il fallait que je contrôle plus ou moins la situation, et ce qui était compliqué. Et là, vous êtes obligé de mettre à nouveau en place des mécanismes de défense, comme le déni, parce que c'est trop violent. C'est d'une violence extrême. Le retour du refoulé, c'est vraiment d'une telle précision que tout ce qu'on avait oublié, tout ce qu'on avait refoulé parce que, justement, c'était insoutenable, eh ben, vous revient. En fait, je vais vous expliquer ce qui s'est passé, parce que c'est aussi important de comprendre, et pour tout le monde, faut savoir que chaque seconde que nous vivons, depuis à peu près l'âge de 2 ans, est mémorisée dans notre vie. On le sait à travers des personnes qui sont justement des hypermnésiques, ou par accident, ou par maladie. Et quand on leur demande qu'est-ce que tu faisais le 14 décembre 1982, je regardais la télé, la speakerine elle est comme ça, elle est habillée comme ça, et on sait que les informations sont réelles. Maintenant, on n'a pas intérêt à garder toutes ces informations. On va encoder ces souvenirs, tous ces souvenirs, on les encode à travers quoi? La dynamique visuelle, auditive, kinesthésique, olfactive ou gustative. C'est la fameuse Madeleine de Proust. On prend la Madeleine, le goût nous rappelle la Madeleine de mon enfance, les scènes avec ma grand-mère. Et là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette femme avait le même regard, la même sensibilité dans le regard, ou la tendresse, je ne sais pas, mais de cette petite fille. Et ça vous a connecté à quelque chose qui effectivement avait été refoulé, mais ça a été un regard, ça aurait pu être un parfum. On a tous eu, on passe dans la rue, on a le parfum agréable d'une personne qui passe, et ça nous rappelle une période de notre vie. Et l'odeur encore plus, parce que l'odeur, c'est directement lié à notre système olfactif. Il n'y a pas de filtre entre deux. Ça va directement sur l'émotion. Donc là, c'est insoutenable, parce qu'en fait, à chaque fois que vous allez la voir, elle va redéclencher de façon complètement automatique tous ces souvenirs qui ont été bien cachés. Alors, au bout de 3 mois de ce phénomène qui se produisait malgré vous, que vous ne pouviez maîtriser, vous vous êtes tourné vers un hypnothérapeute. Oui, tout à fait. J'étais tellement déstabilisée par ces phénomènes, par ces souvenirs, que je ne voyais pas d'autre solution. Et dans le cadre de mon travail, j'avais croisé un enquêteur qui m'avait parlé de l'hypnose, et je ne sais pas pourquoi ça a fait tilt dans mon esprit. Donc j'ai effectivement poussé la porte d'un hypnothérapeute. Est-ce que tout le monde est réceptif à l'hypnose? Non. Alors, pour être sensible à l'hypnose, il faut 3 conditions. Avoir un imaginaire accessible, savoir lâcher prise et avoir confiance en l'autre. Voilà. Si on a ces trois conditions-là, c'est plus facile. Et les femmes sont beaucoup plus suggestibles que les hommes. Donc, elles arrivent plus aisément à se mettre en état, à lâcher prise, à se mettre en état de... Mais alors, j'imagine que quand on a vécu un traumatisme dont on n'est pas conscient, inconsciemment, on doit avoir du mal à lâcher prise. Oui et non, parce qu'apparemment, il y a un moment donné, elle est tellement submergée par l'ensemble de ces images qui déclenchent ses émotions qu'elle a envie d'avoir la réponse. Donc, elle va être un sujet limite intéressant, parce qu'elle a envie d'y rentrer pour avoir des réponses. Donc, elle est partie prenante. C'est ce qui s'est passé, en fait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous cette séance. Justement, dans les 2 minutes où il m'a allongée sur cette table, donc je tombe dans cet état de semi-conscience, on ressurgit, mais tel un volcan, des souvenirs extrêmement précis d'un viol que j'ai subi quand j'avais 5 ans. Et si vous voulez, les souvenirs, les images qui sont remontées ont provoqué un cri, c'est-à-dire que j'ai hurlé le surnom de mon agresseur. Et ces images sont remontées avec la même précision que toute la cascade des événements qui avaient précédé. C'est-à-dire que j'ai revécu la scène comme si j'avais une caméra à la main, comme si je voyais les choses à la hauteur d'un enfant, avec des précisions sur les bijoux de mon agresseur, sur vestimentaire, sur les endroits géographiques. Je vivais la scène dans ma chair. C'était un viol ou une succession de viols? Alors, la première scène qui m'est remontée à la mémoire, c'était un viol. Et par la suite, d'autres souvenirs sont remontés à ma mémoire, d'autres viols subis le même jour, en fait. Mais si vous voulez, quand ce premier souvenir est remonté à ma mémoire, ça a été un choc terrible. Et vous parliez de cette espèce de cascade d'émotions qui arrive. Et c'est une cascade d'émotions qui arrive, c'est totalement submergent. C'est-à-dire que j'ai ressenti une terreur abominable, une honte terrible.
une colère aussi, vraiment des émotions que je ressentais adulte, mais si vous voulez, qui me submergeaient comme si j'avais 5 ans en fait. J'avais 5 ans. Vous aviez 5 ans à ce moment-là. Voilà, c'est ça, j'avais 5 ans à ce moment-là. Et qui était cet agresseur? C'était quelqu'un que vous connaissiez? C'était un cousin par alliance. Quelqu'un de proche. Vous disiez plusieurs viols le même jour, mais ça s'est répété? L'histoire s'est répétée? En fait, ce qui est remonté à ma mémoire, ce sont les souvenirs de cette première scène, les souvenirs d'une autre scène d'abus et les souvenirs d'un troisième viol, ce même jour. Vous auriez retrouvé des dessins aussi. Alors, effectivement, après, si vous voulez, je me suis confiée à ma famille et notamment à ma mère, qui, j'ai eu la chance que ce n'est pas le cas de toutes les victimes de viol, m'a tout de suite cru et qui a cherché dans ses souvenirs ce qu'il avait pu se passer. Et elle a découvert effectivement des dessins qui datent de quelques mois après les traumatismes, où apparaît constamment cet homme à moustache. Mon père ne portait pas de moustache. Et cet enfant qui crie au secours. Et ces symboles phalliques, ce qu'on m'a expliqué plus tard, c'est le serpent et le petit enfant sans bouche. Donc voilà, et constamment cet homme à moustache qui, comme en portait mon agresseur, et mon père ne portait pas de moustache. Ouais. Et ces robinets, ce sont aussi des symboles phalliques. Et quoi, Yvonne? Des symboles phalliques, les robinets. Mais pourquoi il y a toujours l'eau comme ça, l'enfant dans l'eau et... L'eau, c'est la manière de se rassurer, de baigner dans une forme de sécurité, de confort. Mais là, l'eau, enfin le robinet, et Dolto le dirait fort bien, c'est que c'est vraiment un symbole phallique. Vous l'avez identifié comme tel, je pense. C'est ce qu'on m'a expliqué plus tard, oui. Vous n'en aviez jamais parlé à vos parents à ce moment-là? Non, enfin, je me suis confiée à ma mère lorsque les souvenirs ont ressurgi. Et c'est vrai que elle, tout de suite, elle m'a cru. J'ai eu beaucoup de chance. Et à ce moment-là, si vous voulez, effectivement, quand ces émotions remontent, on se sent comme une petite enfant de 5 ans. Donc, quand je me suis confiée à ma mère... Ça s'est passé comment? Déjà, avant de vous confier à votre mère, quand vous êtes sortie de cette séance, vous étiez dans quel état? J'étais totalement effondrée. Mais c'était tellement violent, en fait, que mon premier réflexe a été de remettre l'histoire dans un tiroir. Parce que d'être dans le déni. Voilà, et de me dire, c'est de l'histoire passée, ça passera. Donc de remettre tout ça, de barricader tout ça. Et en fait, si vous voulez, le malaise, c'est comme la cocotte minute avait explosé, le malaise n'a fait que s'amplifier au cours des mois qui ont suivi. Jusqu'à ce que je sombre, alors ce qu'on m'a expliqué dans un état de stress post-traumatique, mais dans un état de prostration, de détresse, voilà, avec des idées suicidaires très fortes, et aussi un besoin de réponse. En fait, mon premier réflexe, je vous racontais quand je me suis confiée à ma mère, ça a été de voir s'il était possible de rentrer en contact avec mon agresseur, de lui écrire pour avoir des explications, en fait. Et j'étais incapable de le faire, puisque comme à l'époque, j'étais une petite fille de 5 ans, ma mère a donc écrit à mon agresseur qui n'a pas répondu. Et une lettre, 2 lettres et 3 lettres. Et à la suite de quoi, j'ai éprouvé le besoin, comme j'étais submergée par cette affaire, de signaler les faits à la justice. Parce que je me disais, voilà, les faits étaient prescrits, mais il fallait au moins signaler les faits. Donc ce que nous avons fait, et à la suite de quoi la justice m'a convoquée pour voir si je voulais déposer plainte, parce que ce n'était pas mes parents qui avaient été victimes et moi. Et ce que j'ai fait en septembre 2011, j'ai déposé plainte dans un état c'était terrible parce que j'avais les souvenirs qui remontaient, si vous voulez. Donc j'étais absolument terrorisée, submergée. Et aussi avec cette terreur de parler, parce que c'est ce que rencontrent de nombreuses victimes de viol, c'est libérer la parole, c'est un effort surhumain en fait dans ces histoires. Donc j'ai déposé plainte en 2011 et à la suite de ça, j'ai pensé que j'avais plus ou moins conscience de mon état, mais je pensais qu'une thérapie était nécessaire. Et je pensais aussi que parallèlement, une procédure judiciaire était importante, même si les faits étaient prescrits. Donc je suis rentrée dans un établissement pour me plonger dans une thérapie intense.
Et donc j'ai été très soutenue, aidée par des soignants formidables, et j'ai fait de l'EMDR, de l'EFT. Juste un mot pour dire ce que c'est. Donc On le en parle MDR, souvent, c'est mais- effectivement de mettre la personne en état de stress, enfin de revoir toutes ces images et progressivement, avec des mouvements oculaires, d'affaiblir ces images jusqu'à les éradiquer. Et le TC, je pense que David est En fait, très au courant. le MDR, c'est à chaque fois que nous regardons quelque part, quand on va chercher une information, c'est lié à une zone spécifique de notre cerveau. Et quand on fait revivre une expérience traumatique et qu'on va nous obliger à regarder dans les différentes parties de notre cerveau, ça impose à notre cerveau de réorganiser, de restructurer l'information, mais en découpant l'aspect émotionnel. C'est-à-dire que le traumatisme reste, parce que c'est l'histoire et que ça ne s'oublie pas, mais l'association, ce qu'on appelle l'association émotionnelle mnésique, donc la mémoire qui est associée au niveau émotionnel, elle est découpée. Donc du coup, on peut repenser à cette situation sans pour autant être submergé par l'émotion et en subir le stress. Alors, c'est-à-dire que les premières séances, c'est ce que vous racontiez tout à l'heure, étaient tellement violentes que je faisais ce qu'on appelle des crises de dissociation. C'est-à-dire que j'étais dans le corps de l'enfant de 5 ans qui subissait ce traumatisme, et mon esprit était ailleurs. Ailleurs, oui. Voilà. C'est une mesure de sauvegarde pour justement gérer l'insoutenable. Mais les Canadiens ont une approche très intéressante là-dessus, sur toute l'approche post-traumatique. Ils utilisent notamment, ils font le mariage de l'hypnose avec d'autres techniques. Et c'est important si un jour vous travaillez avec un hypnothérapeute, parce que si vous y êtes sensible, c'est bien, parce que ça veut dire que c'est une bonne technique pour vous. Donc il ne faut pas la rejeter parce qu'elle a pu être violente la première fois, mais choisir un thérapeute qui va vous dire que vous pourriez revivre la scène traumatique, mais en vous autorisant à ne vivre que par exemple 10% simplement de la partie émotionnelle. Ce qui vous permettrait de pouvoir reformuler les choses et de revivre. Tout à l'heure, je parlais des neurosciences et de l'impact que ça peut avoir sur l'hypnose. Le cerveau ne fait pas la différence entre une situation réellement vécue et une situation inventée de toutes pièces. C'est ça. Ça, c'est une révolution grâce aux neurosciences, parce qu'en fait, on sait que ces images qui ont été créées, en fait, on peut en créer d'autres. Et c'est important de savoir aussi jouer sur l'imaginaire, et on peut reconstituer aussi une autre forme de réalité qui permette à la personne de mieux revivre au quotidien. Donc c'est important de continuer ce travail. Si vous êtes sensible à l'hypnose, je vous encourage à travailler avec un hypnothérapeute qui aura une approche un petit peu plus sensible, avec laquelle vous pourrez lui expliquer ce que vous avez déjà vécu, et qui aura l'intelligence de vous dire, OK, on va refaire ce travail, on va modifier les choses, mais cette fois-ci, l'autorisation maximum de l'émotion, c'est 10%, pas plus. Comme pour se reprogrammer? Oui. On peut se reprogrammer. Alors, se reprogrammer, ça va avoir comme impact une fois encore, le but n'est rien d'autre que d'enlever la partie émotionnelle. Parce que c'est ça qui dérange au fond le plus la personne, parce que ce qui l'empêche de vivre, c'est ça. Alors il y a toute une démarche d'injustice, il y a quelque chose... Mais alors, de l'ordre de l'horreur, mais... Justement, est-ce qu'on en a encore besoin? Parce que vous avez fait déjà tout ce travail, c'est déjà ressorti. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui encore, vous éprouvez le besoin de faire ce genre de séance? J'entends tout à fait ce que vous dites. Je décrivais les premières séances qui ont été effectivement extrêmement violentes, mais si vous voulez, au cours des mois, c'est une thérapie extrêmement longue. Et au cours des mois, j'ai senti le moment où les émotions s'apaisaient, en fait. C'est-à-dire que... Une fois qu'on a tout sorti... Voilà, exactement. Non, mais il y a c'est une un phase stress, où... ça veut dire que vous avez eu la chance d'être vraiment super bien accompagné. C'était extraordinaire. Et c'est ça qui est intéressant, parce que ce témoignage, je le trouve touchant, parce que au-delà de l'horreur que ça peut représenter et de la difficulté qu'une adolescente va vivre sans s'en rendre compte, on voit qu'au bout, quand il y a un travail qui est fait, qui est mené avec intensité et engagement, en fait, il y a une véritable libération derrière, et on peut avoir un retour à la vie qui va être somme toute normal. Parce que c'est quoi l'impact psychologique d'un viol enfant comme ça qu'on a occulté? Comment ça se traduit après dans la vie d'une adolescente ou dans la vie d'une jeune femme? Trouble de la sexualité, l'impression d'être toujours avec une forme de mal-être intérieur, sentiment d'être sale, avec la boule au ventre, de l'agressivité mal gérée. Donc tout ça, c'est fréquent, des répétitions aussi d'échecs amoureux. Oui, aussi. puis parfois même carrément même on se rend compte qu'une grande partie des personnes qui sont des violeurs ont été eux-mêmes violées aussi dans leur enfance. C'est-à-dire qu'il y a une identification au bourreau pour pouvoir essayer de comprendre la chose. Donc il va y avoir... Le maître mot, surtout à cet âge-là, c'est la honte. Oui. On va grandir avec la honte. Donc cette honte, elle va nous nourrir, elle va nous empêcher d'être... Elle va être un rempart du contact avec l'autre,
on va avoir du mal à rentrer dans l'intimité parce qu'on ne veut pas que l'autre nous perçoive cette intimité. Donc il va y avoir un schéma de protection qui fait qu'en fait la personne s'enferme petit à petit vers elle et cet enfermement est un mal-être énorme et difficile à vivre. Et je crois que pour que la libération soit totale, il est important aussi, Cécile, peut-être, parce que votre parcours a été quand même un parcours exemplaire, enfin dans la libération, d'en faire un combat pour vous, c'est-à-dire de le transmettre. Sans transmission, il n'y a pas une libération totale. Alors ça peut être sous forme de loi, essayer de prolonger le délai de prescription par rapport au viol. Enfin, je crois qu'il y a des éléments à faire dans une forme de combat. Justement, c'est effectivement ce sur quoi je voulais rebondir, c'est-à-dire que parallèlement à la thérapie, et étant donné que ces émotions étaient si fortes, j'avais besoin de transformer effectivement cette espèce de souffrance, cette espèce de bouleversement. Et c'est pourquoi j'ai voulu mener cette procédure judiciaire jusqu'au bout, c'est-à-dire que je savais que les faits étaient prescrits, mais on voulait aller en appel suite au classement de l'affaire, puisque mon affaire a été classée du fait de la prescription, aller jusqu'en cour de cassation pour pouvoir provoquer un débat sur la prescription et pour pouvoir justement parler de l'amnésie post-traumatique, parler de toutes ces victimes qui en France sont en déni de justice. Donc voilà, ça a été effectivement parallèlement à la thérapie quelque chose qui était très important et un combat qui n'est pas terminé d'ailleurs puisqu'on a ensuite saisi le législateur pour pouvoir rallonger les délais de prescription. Voilà, et cette affaire n'est pas terminée. Ouais. Vous nous avez parlé de l'importance d'un massage aussi pendant la préparation de notre émission pour... Oui, alors c'est-à-dire qu'effectivement, au moment où j'ai eu toutes ces résurgences de souvenirs, mon corps parlait beaucoup. C'est-à-dire qu'il y avait... j'avais des douleurs physiques, liées aux agressions, au viol. Et ça, c'était vraiment c'était terrible à ressentir. Ouais. Ouais. Vous en êtes où aujourd'hui dans votre vie sentimentale, dans votre rapport aux hommes? Bah, écoutez, c'est un long chemin de reconstruction. Donc voilà, je prends les choses pas à pas, mais voilà, en ce qui concerne le traumatisme, je pense qu'il est derrière moi, que le combat a été mené, que voilà, j'ai eu le sentiment d'avoir fait ce que je pouvais faire, de témoigner aussi, je continue à témoigner. Et en ce qui concerne ma vie personnelle, j'ai repris le travail. Et voilà, je reconstruis peu à peu des relations, mais ça prend du temps. Parce que ça a duré combien de temps, ce travail? Cette thérapie et ce combat ont duré 3 ans. Ouais. Ça a été très long. Aurélie, comment vous réagissez déjà à ce témoignage? Je trouve qu'elle a beaucoup de courage. Ça a été très dur pour elle. J'ai l'impression que mon histoire à côté, elle n'est pas si grave. Mais du coup, je suis contente que tu ailles mieux. Donc vous êtes prête à continuer d'explorer des méthodes peut-être pour... parce qu'au-delà des traitements, de médicaments, il y a peut-être des méthodes aussi qui pourraient fonctionner sur Aurélie. Il y a d'autres... C'est aussi important aussi d'aller voir d'autres types de médecins aussi, d'autres spécialités. Parfois, on peut avoir des surprises. Quoi qu'il arrive, tous les deux, c'est important d'aller jusqu'au bout de l'histoire tout le temps. Moi, je vois plein de personnes qui... n'ont pas terminé des histoires et ça va pas. Si je vous fais par exemple tin, il manque quelque chose. Il manque la petite note finale qui va terminer le petit couplet là. Et ça, c'est insupportable pour l'être humain. Donc, quoi qu'il arrive, allez jusqu'au bout de votre histoire, de la démarche, hein, bien entamée au niveau juridique. Et franchement, je vous félicite parce que ça a été mené d'une main de maître. Donc, il y a une vraie conscience derrière. Et on sent qu'il y a des super professionnels derrière aussi. C'est important de les saluer à travers cette émission. Mais va explorer vraiment toutes les possibilités. Là, du coup, ça m'a donné envie d'explorer l'hypnose parce que c'est vrai que moi, ça n'a pas très bien marché. Et c'est pareil, après, c'est affaire d'affinité. On a de la chance aujourd'hui d'avoir une palette. On a parlé de MDR, mais on pourrait parler de FT, Emotional Freedom Technique, par exemple. Il y a toutes les psychologies. Ça se traduit comment? En fait, on va taper sur des points de méridien en travaillant sur la problématique. Et on s'est rendu compte que ça générait beaucoup de résultats, parfois de façon aussi efficace que l'hypnose, sans avoir ces prérequis pour rentrer dans l'hypnose. Donc quoi qu'il arrive, explorer. Et il y a un tas de thérapeutes, et dans tous les thérapeutes qui existent,
il y a celui qui va vous permettre d'aller bien. Et ça, c'est juste important. Parce que le but, à la limite que vous continuez avec ces problématiques, l'essentiel, c'est d'aller bien, d'avoir de bonnes relations, de construire votre vie et puis d'être heureuse. Ça, c'est très important. C'est le vrai chemin, le vrai but maintenant. Il y a un combat qui a été mené sur la réparation. Maintenant, il y a un vrai combat de construction qui est long. Mais l'objectif d'une vie, c'est d'être heureux. Et j'espère vraiment que vous retrouverez ce chemin. Et d'aller vers l'extraversion un peu plus. Oui. Alors Aurélie, on va regarder des images là qui vont passer derrière moi, que vous allez nous commenter. Qu'est-ce que vous faisiez là? Là, j'étais en train d'essayer une perruque. Quel type de perruque? Une perruque synthétique. Pourquoi vous ne l'avez pas prise cette perruque-là? Si, en fait, j'ai pris les deux du coup, parce que c'était les soldes, donc voilà. Vous avez déjà essayé des perruques en cheveux naturels? Parce que vous disiez tout à l'heure que ça tient chaud, ça gratte. Il existe aujourd'hui des perruques en cheveux naturels? Oui, quand j'étais aux États-Unis, ma mère, elle m'a payé une perruque en cheveux naturels. Elle était faite sur mesure. Ça coûte cher? Oui, elle m'a coûté 1 000 $. Ouais. Et, mais elle a quand même duré 1 an et demi, mais pour le prix, du coup... Ouais. C'était un peu cher. Bon, alors nous, on a eu envie de vous faire une petite surprise aujourd'hui pour vous féliciter de votre courage d'être venu témoigner sur notre plateau. Donc, on a eu envie de vous offrir ce qui arrive entre les mains de tonton Eric, d'un de nos tontons Eric. Merci. Ah. Voilà. Merci, c'est très gentil. Donc, c'est une perruque en cheveux naturels. Je pense que c'est celle que j'ai essayée à Marseille. Oui. Ouais, Je pense, hein. c'est celle-là. Oui, elle est très belle. Ça vous fait plaisir? Oui, ça me fait très plaisir. Bon, honnêtement, eh bien, je on se pensais y réjouit. retourner pour me la prendre. C'est vrai? Oui. Alors, nos téléspectateurs pourront vous retrouver cet après-midi sur le chat de Toute une histoire. Ils pourront dialoguer avec vous et vous offrir tout leur soutien avec le hashtag Toute une histoire sur Twitter ou sur Facebook. Merci à nos deux experts de nous avoir éclairés, à David et à Yvonne. Merci à tous pour la sincérité de vos témoignages. Merci pour votre confiance. Bon après-midi. N'oubliez pas la rubrique Toute une histoire dans version féminin ce week-end. Et puis on se retrouve dans quelques minutes sur l'histoire, sur le plateau de l'Histoire continue. Nous allons parler d'autisme avec Hugo. Un bel espoir pour Annabelle et Jean-Philippe, les parents du petit Kévan. Ils se préparent en coulisses. Merci. À tout de suite. Merci beaucoup. Donc c'est super. Ah ouais, c'est super, les cheveux naturels. C'est vrai. Merci. Bravo pour ce parcours. Tout à l'heure, dans l'Histoire continue, vous assisterez à une belle rencontre. Hugo est autiste, mais il a réussi à apprivoiser ses troubles et est aujourd'hui comédien. De 15 à 30 ans, j'ai passé mon temps à cacher le fait que j'étais autiste, donc j'ai eu un besoin de sortir, un besoin quasiment incontrôlable, et ça a donné le spectacle. Il parlera de son parcours incroyable à Annabelle et Jean-Philippe, dont le fils souffre aussi de troubles autistiques. La maîtresse de grande section nous a dit « J'ai plusieurs années d'enseignement, je n'ai jamais vu un enfant comme le vôtre. Et je n'ai jamais entendu le son de la voix de votre fils. » Ses parents sont en plein questionnement et grâce à Hugo, ils vont y voir plus clair et retrouver le sourire. Je suis la preuve que l'ouverture en milieu ordinaire, c'est ce qui permet à une personne autiste d'accéder à une autonomie. Bientôt, au sommaire de Toute une histoire. Avant son coup de foudre pour Alexandre, Sonia était une jeune femme très prévisible. J'étais une étudiante assez banale, plutôt au calme. La vraie vie me faisait un peu peur. J'étais un peu coincée. Oui. On s'est croisés dans la rue, on a piqué un phare assez monumental, tous les deux. Et en fait... Ouais, c'est son regard. Ouais, un très beau regard. Et après une cour des plus romantiques... Oh ben, je lui fais une cour romanesque et chevaleresque jusqu'à ce que mort s'en suive. Quelqu'un a appelé à la maison un soir, pas lui, hein, quelqu'un d'autre, en disant « Descendez, allez sous la porte de la boulangerie, muni d'un cintre, car vous avez un message à récupérer sous la porte. » C'était un jeu de piste, quoi. Alexandre arrivait habillé en habit d'Othello, faut quand même le faire. Et là, je me suis dit « Ah ouais, ce garçon a quand même des arguments, quoi. » Elle a fini par révéler sa vraie nature.
On a marché 14 000 km à pied en partant du Cap de Bonne-Espérance jusqu'au Mont des Béatitudes en Israël. J'ai toujours aimé le risque quand même. Je suis tellement contente, je ne suis pas du tout quelqu'un de sûr de moi, mais je suis sûre de lui. C'est notre vie, c'est notre travail en couple. Vous aimez cette vie de partir en voyage tout le temps? Oui, moi je l'aime beaucoup, mais c'est bien parfois d'être nomade et puis de rester habité dans une maison comme les gens normaux.